Euh, Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours en ligne de la MPSI 3 du CPGO Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la quatrième partie sur le cours des espaces pré-hilbertiens réels et c'est pratiquement la dernière. Donc dans cette partie, on va essayer de voir un petit peu les espaces vectoriels euclidiens orientés et spécialement on va essayer de définir les produits mixtes et le produit vectoriel sur ces espaces et voir quelques propriétés de ces produits-là. Puis étudier en détail les groupes orthogonales en fait en dimension 1 et en dimension 2. Euh, Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de donner comme un complément la description du groupe orthogonal en dimension 3, qui apparaît vraiment dans beaucoup de domaines et spécialement dans la mécanique de solides, comme les matrices d'inertie d'un certain solide. Alors, premièrement, donc, on va se placer dans un espace euclidien orienté, d'accord? Donc, l'orientation, comme on a déjà défini, donc la relation entre deux bases, donc c'est juste, il faut que la matrice de passage soit de déterminant positif ou de déterminant négatif. Donc, il y a deux orientations. On va prendre une orientation, par exemple la positive, d'accord? Et voilà, donc là, on a une caractérisation des rotations. Alors, je rappelle aussi qu'une rotation, donc un endomorphisme est dit orthogonal s'il préserve la norme ou s'il préserve le produit scalaire équivalence. Et une rotation, c'est juste un endomorphisme orthogonal ou un automorphisme orthogonal de E tel que deux déterminants égal à 1. D'accord? Donc, pour les endomorphismes orthogonaux, donc ils sont pour déterminants soit égal à 1, soit égal à moins 1. Et donc, pour les déterminants égal à 1, on va les appeler les rotations ou les isométries directes. Et pour les déterminants égal à moins 1, on les appelle les isométries indirectes. Voilà. Alors là, on obtient en fait une caractérisation des rotations. Donc, je rappelle aussi qu'un endomorphisme, il envoie une base en une base, c'est seulement s'il est bijective. Il envoie une base orthonormale en une base orthonormale si seulement si c'est une isométrie. Et là, on va ajouter le fait que si direct, donc les endomorphismes qui préservent les bases orthonormales directes sont les rotations. D'accord? Donc F est une rotation si seulement si elle transforme une base orthonormale directe en une base orthonormale directe. D'accord? Ça veut dire que F conserve l'orientation de l'espace. Alors pour ce faire, donc on va prendre F une rotation et B une base orthonormale directe de E et on calcule voilà, B' c'est F de 1 jusqu'à F de N. Donc c'est l'image de B. Alors pourquoi B' est une base orthonormale déjà? Parce que F est une isométrie, donc puisque c'est une isométrie, donc elle envoie une base orthonormale en une base orthonormale. Il va rester juste de voir est-ce que B' est une base orthonormale directe, est-ce qu'il est direct ou pas. Alors pour ce faire, donc on voit que la matrice de passage entre B et B', donc il est pour déterminant, c'est le déterminant de F, d'accord, d'accord. Donc la matrice de passage entre B et B', c'est juste la matrice de F. Et donc c'est pour déterminant le déterminant de F et le déterminant de F il vaut 1. Et donc il est pour déterminant positif et ceci implique que B' est une base directe. D'accord? Parce que le déterminant de la matrice de passage est positif. Avec bien sûr celui-là est direct. Voilà.
Alors, pour la réciproque, donc si f transforme une base orthonormale directe en une base orthonormale directe, ça veut dire que f est une rotation déjà, parce que l'une des caractérisations des rotations, c'est qu'il transforme une base orthonormale en une base orthonormale déjà. Et donc, puisque c'est direct, donc le déterminant, alors puisque c'est une rotation, c'est une isométrie, alors son déterminant c'est soit plus ou moins 1, d'accord? Donc les déterminants des isométries c'est soit plus 1 ou moins 1. Et puisqu'elle transforme une base orthonormale directe sur une base orthonormale directe, donc son déterminant, ça va être le déterminant de la matrice, de sa matrice associée. Et le déterminant de la matrice, c'est la matrice de passage, en fait, elle est pour déterminant positif, et du coup, le déterminant égal à 1 et pas moins 1. Et donc, f est une rotation. Voilà. Alors là, il y a aussi une caractérisation ou une description du déterminant pour les bases orthonormales, directes ou indirectes. Donc, étant donné B une base orthonormale directe de E et B' une base orthonormale. D'accord? Alors, il y a deux cas à distinguer. C'est les cas, alors, soit B' est direct ou indirect. Alors, c'est B' direct, donc déterminant de B, c'est exactement celui de B'. Et si B' est indirect, alors déterminant de B' égale à moins déterminant de B. D'accord? Donc, c'est soit plus ou moins déterminant de B, ça dépend. Si c'est direct, c'est un plus. Si c'est indirect, il y a un signe moins qui apparaît. Alors, pour ce faire, il suffit juste de reprendre la relation entre le déterminant de B' et le déterminant de B. Donc, déterminant de B', c'est le déterminant de la base B relativement à B' fois le déterminant de B. Mais le déterminant de B relativement à B', c'est 1 si c'est direct et c'est moins 1 si c'est indirect à l'aide de la caractérisation des rotations, bien sûr, et des isométries. Alors, c'est B' est indirect, donc alors la matrice de passage entre B et B', elle a un déterminant qui est négatif, et puisqu'elle transforme une base orthonormale en une base orthonormale, donc il vaut moins 1. D'accord? Il vaut moins 1, et donc le déterminant égale à déterminant, voilà, c'est ça l'expression, déterminant de B égale à déterminant de B' relativement à B, fois le déterminant de B', ou l'inverse, c'est la même chose. Et donc, déterminant de B égale à moins déterminant de B'. Et si bien sûr il est direct, donc la matrice de passage elle est pour déterminant positif, et du coup son déterminant égale à 1. Alors là, on arrive à définir le produit mixte. Alors là, voilà. Donc pour les déterminants, pour les bases, alors les déterminants pour les bases orthonormales directes, donc il ne dépend pas du choix de la base, c'est toujours le même déterminant, c'est toujours la même forme qu'on définit. Et donc cette forme-là, appliquée à x1 jusqu'à xn, n vecteurs de E, on va l'appeler, par la suite on va la noter crochet x1 jusqu'à xn, et on va l'appeler produit mixte de x1 jusqu'à xn dans E. Bien sûr, relativement à, bon, la base B, c'est une base orthonormale directe. Ce déterminant, comme on a dit, il ne dépend pas du choix de la base B. Et donc, on va l'appeler produit mixte. Donc, c'est juste un déterminant qu'on va noter x1 jusqu'à xn crochet, et qu'on va appeler par la suite un produit mixte des vecteurs x1 jusqu'à xn. Voilà, donc la définition, je rappelle que la définition a bien lieu, parce qu'en fait, voilà, dans ce côté, il n'y a pas de B, mais dans ce côté, il y a le B qui apparaît ici, mais le déterminant, comme on vient de dire, ne dépend pas du choix de B, et du coup, la définition est intrinsèque. Alors, rappelons maintenant le théorème de Riesz. Alors, le théorème de représentation de Riesz, d'accord, que je vais utiliser par la suite. Donc, le théorème, il caractérise les formes linéaires, il caractérise l'espace dual de l'espace euclidien E. Alors, étant donné E un espace euclidien, alors si F est une forme linéaire sur E,
alors il existe un unique vecteur A tel que, quel que soit x dans E, f n'est autre que le produit scalaire entre x et A. D'accord? Ça veut dire que f peut être confondu avec A. Voilà, le théorème est déjà fait, déjà démontré précédemment. Maintenant, je vais juste l'utiliser pour définir la notion du produit vectoriel. Voilà. Alors, étant donné E un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, d'accord? Alors, dans la pratique, un espace de dimension 3, c'est juste R à la puissance 3. Et alors, il va exister pour tout U et V. Donc, si on prend deux vecteurs, il existe un unique W dans E, tel que, quel que soit X dans E. Alors, voilà, ici le produit mixte UVX égale au produit scalaire de ce vecteur W fois X. Produit scalaire WX. Voilà. Alors, ce W-là, d'accord, cet unique vecteur W, on va l'appeler par la suite produit vectoriel de U et V, et on va le noter W égale U vectoriel V. Donc, alors, il va vous arriver à la tête le produit vectoriel que vous connaissez dans R3, c'est vraiment pratiquement la même chose, et donc c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Voilà, c'est vraiment c'est la définition concrète du produit scalaire et du produit vectoriel, pardon. Alors, pour cela, donc, pour ce faire, pour l'existence, donc on considère cette forme-là. Alors, phi de x, c'est le déterminant de UVX, ou le produit mixte UVX. Et donc, celle-là, c'est une, alors par multilinéarité de déterminant, donc elle est linéaire par rapport à la troisième variable. Et du coup, ça va être, celle-là définit en fait une forme linéaire sur l'espace euclidien. D'accord? Et donc, par le théorème de Riesz, il va exister un seul vecteur tel que cette forme linéaire égale en fait égale à le produit, au produit scalaire Wx. Et donc, c'est ce W qu'on cherche. Alors, voilà. Comme première remarque sur ce produit vectoriel, donc par la suite, on aura en fait, alors l'une des caractérisations du produit vectoriel, c'est déterminant de UVX, c'est le produit vectoriel UV scalaire X. Donc c'est vraiment la définition, c'est pas une caractérisation. Ici, B égale à IGK, par exemple, la base canonique de R à la puissance 3. Alors, vous connaissez déjà que le produit vectoriel IG égale à K, le produit vectoriel GK égale à I et le produit vectoriel KI égale à J. Le produit vectoriel J égale à moins K, ainsi de suite. Donc, vous connaissez ces formules. On va essayer de les prouver, de prouver une, et les autres sont pareils. Donc, si on prend ça comme une base canonique, comme la base canonique de R à la puissance 3, donc c'est une base qui est directe, alors on prend x, un vecteur quelconque de R à la puissance 3, et du coup, pour déterminer U scalaire V, donc I par exemple, I vectoriel G, donc il faut calculer ce produit scalaire. Donc il faut calculer ce produit scalaire et voir qu'est-ce qu'il donne. Alors, I scalaire G, alors I vectoriel G scalaire X n'est autre que le déterminant de IGX par définition. Et ce déterminant n'est autre que le déterminant de la matrice du système relativement à la base canonique, bien sûr. Alors, I a pour coordonnées 1, 0, 0, J a pour coordonnées 0, 1, 0, dans la base, bien sûr, B. Et X a pour coordonnées X, Y, Z. X, Y, Z. Celle-là, c'est une matrice triangulaire supérieure. Et donc, le déterminant, c'est juste le produit des éléments diagonaux. Et donc, c'est 1 fois 1 fois Z. C'est Z. Mais Z, qu'est-ce qu'il représente le Z par rapport à X, la troisième vecteur, et le troisième vecteur, et le troisième vecteur, le troisième coordonnée.
Et le troisième, ce scalaire n'est autre que le produit scalaire entre k et x. Et donc, par la suite, I vectoriel j n'est autre que k. Voilà. Et de même, on peut montrer que G vectoriel K égale à I, K vectoriel I égale à J. Donc, ce sont les formelles que vous connaissez. De la même façon, on peut les démontrer de la même façon. D'accord. OK. Alors, comme deuxième remarque, c'est que le produit mixte, ou produit vectoriel, bon, produit mixte est un déterminant, pas sa définition. Et du coup, elle hérite les propriétés du déterminant. Donc, c'est un produit, c'est une application multilinéaire, et c'est une application n-linéaire alternée, ainsi de suite. Ainsi de suite. Pour, bien sûr, pour le produit mixte. Alors, pour le produit vectoriel, en dimension 3, alors le produit mixte, c'est le produit vectoriel scalaire le vecteur x. D'accord, c'est juste une toute petite remarque. Rien de vraiment spécial. Alors, pour cette proposition, donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors, le produit vectoriel est une forme bilinéaire alternée sur E. Alors, E est un espace de dimension 3, et donc alors le produit vectoriel définit une forme bilinéaire alternée sur l'espace vectoriel E. Alors, pour cela, donc pour la preuve, on va prendre voilà, U et X dans E. Alors, on a déterminant de UX, c'est 0 parce que c'est lié. Et ceci n'est autre que le produit mixte UUX, qui n'est autre que U vectoriel UX égale à 0, quel que soit X dans E, ça veut dire que UU égale à 0. D'accord? Donc, le produit vectoriel égale à 0 parce que c'est orthogonal, c'est orthogonal à E, tout simplement. D'accord? Et donc, cela nous fait arriver à quoi? À cette proposition-là, à cette conclusion, au fait que notre application est alternée. Hein. Alors, pour ce faire, donc, on prend U, V et X, trois vecteurs quelconques de E. Et alors, on aura en fait nécessairement que UVX c'est moins VUX parce que la forme, alors le produit vectoriel, le produit mixte est une forme alternée, d'accord? C'est un déterminant. Donc ici, on fait changer le premier vecteur avec le deuxième vecteur. Et donc, ça n'est autre que le produit vectoriel UV, x, et ça, ce n'est autre que V vectoriel UX. Et donc, puisque ceci est vrai, quel que soit x dans E, alors le produit vectoriel UV, ça va être, c'est moins VU. Et donc, gamma est alterné. D'accord? Alors, elle est alternée, donc c'est une forme qui est alternée. Alors, il reste de montrer qu'elle est bilinéaire. Alors, ici, on démontre qu'il est alterné premièrement. Et donc, s'il est alterné, s'il est antisymétrique, alors il suffit de montrer qu'il est linéaire juste par rapport à une seule composante. D'accord? C'est pour cela on fait démontrer qu'il est linéaire ou symétrique premièrement. Donc, c'est comme des produits scalaires. Alors là, on va essayer juste de démontrer qu'il est linéaire par rapport à la première composante, à la première variable. Et pour cela, on prend u, v, w, des vecteurs de E quelconque, lambda un vecteur réel et x un vecteur quelconque de E. Donc u plus lambda v vectoriel w scalaire x n'est autre que le produit mixte u plus lambda v, d'accord, wx. Et puisque le produit mixte est une application qui est multilinéaire, donc la linéarité par rapport à la première variable qui est u plus lambda v, donc c'est u wx plus lambda v wx. Et ceci n'est autre que par définition. Alors ceci c'est u scalaire wx, puis celle-là c'est lambda u scalaire v scalaire v vectoriel w scalaire x.
Et donc, on obtient en fait que cette quantité-là égale à U vectoriel W plus lambda V vectoriel W. Et donc, la forme, il est linéaire par rapport à la deuxième variable, par rapport à la première variable, et puisqu'il est alterné, ou si le cas, si c'est symétrique, donc on obtient qu'il est linéaire par rapport à la deuxième variable, qu'il est bilinéaire. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, voilà, ça c'est l'expression du produit vectoriel de deux vecteurs. D'accord, c'est l'expression, ce sont les coordonnées du produit vectoriel de deux vecteurs. Alors, étant donné E un espace vectoriel de dimension 3, un espace euclidien, E un espace, une base orthonormale directe de E, et X, U s'écrit comme étant XI plus YJ plus ZK, donc X, Y, Z sont les coordonnées de la base E, et V a pour coordonnées X', Y', Z' dans la base toujours E. Alors, U scalaire J, U vectoriel J, U vectoriel V, c'est un vecteur de E à la puissance 3. Donc, son expression dans sa décomposition de la base orthonormale, c'est, alors j'appelle ça vecteur X, c'est X scalaire I fois I, X scalaire J, puis X scalaire K, parce que la base est orthonormale. Donc, les produits, les coordonnées sont juste le produit scalaire avec le vecteur. Avec le vecteur I, J et K. Les vecteurs I, J et K. Alors, ceci n'est autre que le produit vectoriel, le produit mixte UVI, suivant I, suivant la direction I, UVJ suivant la direction J, UV2K suivant la direction K. Là, on pose en fait la définition du produit mixte, c'est un déterminant. Et du coup, ça serait X, Y, Z, les coordonnées de U, les coordonnées de V et les coordonnées de I. Puis les coordonnées de U, V et J, les coordonnées de U, V et K. Voilà. Un tout petit calcul simple. Donc, on décompose par exemple par rapport à la troisième variable, à la troisième ligne, à la troisième colonne. Donc, on décompose par rapport à la troisième colonne. On trouve en fait que ce U vectoriel V s'écrit comme ça. Et donc, il a pour coordonnées ces produits, ces mineurs. Voilà. Donc, suivant la première direction, c'est YZ' moins ZY', XZ' moins ZX', avec un signe moins, puis XY' moins YX'. D'accord? C'est la formule du produit vectoriel dans l'espace. Alors, l'une des propositions des propriétés du produit vectoriel, c'est celle-là en fait. Alors, U vectoriel V vectoriel W, donc malheureusement c'est pas du tout associatif. Et donc U vectoriel W, donc j'ai oublié de dire en fait, voilà, comme remarque, c'est le fait que par exemple U vectoriel U c'est toujours égal à 0, donc c'est ce qu'on a essayé ici de montrer. U scalaire U c'est égal à 0, hein. D'accord. D'accord. U vectoriel U, c'est toujours nul, hein. Voilà. Alors ici, U vectoriel V vectoriel W, c'est le produit scalaire UW suivant la direction V moins UV suivant la direction W. Puis la norme du produit vectoriel de UV plus le produit scalaire UV au carré égale à U carré plus V carré. Et donc le produit vectoriel, il mesure l'écart entre le produit scalaire et le produit et la norme. En fait, si vous vous rappelez, l'identité de Cauchy-Schwarz, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit que la norme, que le produit vectoriel au carré est inférieur. Alors, celle-là, vous supprimez ça. À la place d'égalité, si vous faites une inégalité, large.
Donc, UV au carré est inférieur à U carré plus à U carré fois V carré. D'accord? Donc ça, c'est l'identité de Cauchy-Schwarz et ça, c'est vraiment l'égalité pour, ou l'identité pour le cadre général, dans, bien sûr, de la dimension 3. Alors, pour la première propriété, donc on utilise juste cette expression et bien sûr, un calcul un petit peu long, donc donne en fait la première propriété. Pour la deuxième, on va utiliser la première. Alors pour la deuxième, je vais essayer d'utiliser la première. Donc U vectoriel V au carré n'est autre que U vectoriel V, U vectoriel V. Mais U vectoriel V par définition, donc U vectoriel V c'est le produit mixte, U vectoriel V. Et le produit mixte, c'est une application qui est alternée ou antisymétrique. Donc, on fait échanger le deuxième vecteur avec le premier, avec le troisième vecteur. Elle fait apparaître un signe moins. Donc, c'est U scalaire, U vectoriel V, V. Et ce signe autre, en fait, on revient à la définition du produit mixte, encore une fois. Donc, c'est moins U vectoriel V. Et U vectoriel V n'est autre que ça. N'est autre que ça. Donc, on utilise ça. Alors, U vectoriel V n'est autre que U vectoriel le troisième suivant la deuxième direction, moins U vectoriel la deuxième direction suivant la troisième. Vectoriel V, on calcule ça, on utilise juste la linéarité par rapport à la première variable, on trouve notre formule volume. Ok, alors là on arrive à une petite interprétation du déterminant ou du produit mixte. Une interprétation géométrique. Alors en dimension 2, si vous calculez, si vous disposez de E un plan orienté, et U et V une base quelconque de E, ça veut dire un système de vecteurs libres, alors le produit mixte UV orienté et LR orienté du parallélogramme construit par U et V. Donc vous avez U et V deux côtés, deux vecteurs. Vous pouvez construire un parallélogramme de côté, la longueur de E, la longueur de V, alors les côtés sont U et V. Alors l'aire de ce parallélogramme est le produit mixte UV ou c'est le déterminant UV. Alors pour ce faire, pour voir ceci, alors oui, ici on ajoute en fait ici orienté, d'accord? C'est l'aire orientée, donc il se peut qu'elle soit positive et il se peut qu'elle soit négative. C'est pour cela qu'on ajoute ça, orienté. Donc c'est un aire qui est soit positif, soit négatif. Alors elle est positive si UV est direct, donc lorsqu'on écrit UV est direct, ça veut dire que la matrice relativement à un système, à une base orthonormale directe est positive, apport déterminant positive. Et il y a un négatif, donc c'est un air négatif, c'est moins l'air si, les vecteurs sont, si le système UV est indirect. D'accord? Alors, si les deux vecteurs sont liés, donc là pour le fait que c'est libre, alors s'ils sont liés, donc le produit mixte est égal à 0, d'accord? Parce que le déterminant de UU égale à 0 et l'air également égal à 0. Et du coup, finalement, toujours le produit mixte représente l'aire du parallélogramme construit à l'aide de U et V. L'aire orienté, bien sûr. Alors, en effet, on construit une base orthonormale directe à partir de U et V. Alors, on va l'appeler I, G, de telle sorte à ce que, alors, on normalise le vecteur U. Donc, suivant la direction U, on va prendre I, d'accord? Et on construit on construit V orthonormal, à alors, oui, on écrit V, voilà, J c'est orthonormal à I, d'accord?
c'est un vecteur orthonormal I, et on va écrire V alors déjà U est là pour norme de U0, et V est là pour alors les coordonnées c'est AB, donc il faut les chercher. On calcule le produit mixte UV, donc c'est le déterminant de U0 AB. Et donc c'est une matrice qui est triangulaire supérieure, et du coup ça c'est U fois B. Et donc U fois B, si vous calculez le B, c'est exactement l'air. Alors U fois B, si vous faites un tout petit dessin, vous allez trouver que alors U c'est la base, et B c'est la hauteur du parallélogramme. Donc c'est vraiment l'aire du parallélogramme. Donc c'est la base fois hauteur. Ok. Vous faites, je m'excuse, j'ai pas mis de dessin. Donc il faut faire un tout petit dessin pour bien comprendre le truc. Voilà. Alors en dimension 3, le déterminant de UVW de 3 vecteurs. Donc si on a 3 vecteurs, on n'a pas nécessairement une surface, mais on a un volume. On a un parallélépipède construit par UVW. Alors si la dimension de E égale à 3, UVW une base quelconque, ça veut dire que les 3 vecteurs sont libres, alors UVW est le volume orienté toujours de parallélépipède construit sur UVW. Donc vous faites 3 vecteurs, vous avez un parallélépipède, son aire, c'est exactement le produit mixte UVW. Alors si les 3 vecteurs sont coplanaires, donc il est positif si les 3 vecteurs constituent une base directe, et il est négatif s'ils constituent une base indirecte. Donc si les 3 vecteurs sont coplanaires, ça veut dire que le système est lié. Alors le produit mixte égale à 0, parce que c'est un déterminant, et l'air et le volume, on n'a pas de volume, donc on est juste planaire, donc on n'a vraiment pas de volume, et du coup la propriété reste vraie, et donc on peut dire que le produit mixte UVW représente toujours le volume du parallélépipède construit à l'aide de UVW. D'accord? Alors, pour ce faire, c'est vraiment la même preuve que pour la dimension 2. Donc, on construit une base orthonormale directe, IJK, telle que de telle sorte à ce que, alors, on normalise suivant I, suivant J, alors B, suivant V, donc on prend J, d'accord? On prend J orthonormal orthonormal à, orthonormal à I, de telle sorte à ce que IJ constitue une base orthonormale dans le plan vectoriel engendré par UV. D'accord? Par UV. Puis on prend les coordonnées de W sans alpha, bêta, gamma dans cette base-là. On construit bien sûr K, une base, un vecteur orthogonal orthogonal à IJ, et on écrit W comme ça. Alors le produit mixte, c'est le déterminant des 3 vecteurs, d'accord, des 3 vecteurs. Alors on a déjà dit que c'est une matrice toujours triangulaire supérieure, et du coup le déterminant c'est le produit des éléments diagonaux, la norme de U, B fois gamma. Alors pour la norme de U fois B, c'est exactement la surface de la base. Et gamma, cette fois-ci, ça va représenter la hauteur du parallélépipède. D'accord? Et donc, cette quantité-là, donc gamma, c'est exactement la hauteur du parallélépipède, et le produit mixte UV ou U fois B n'est autre que la surface de la base. Et donc, c'est ce qu'il faut remarquer. Alors là, on arrive à un problème, c'est le problème d'inversion
ou de la division, vectorielle pour le produit vectoriel. Alors, on a défini un produit interne. Alors, on s'intéresse. Alors, étant donné A et B, deux vecteurs de U, on s'intéresse quand est-ce que ce problème A vectoriel U égale à B possède une solution. Et c'est quoi l'ensemble des solutions? D'accord? C'est quoi bon, est-ce qu'on peut diviser par A pour obtenir U? Voilà. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que A vectoriel U, alors si vous faites A scalaire B, c'est A vectoriel U scalaire A, et c'est le déterminant de A, U, A, est donc égal à 0. Donc nécessairement, il faut que, alors ce produit vectoriel, il est orthogonal à A. Et il est orthogonal à A. Et du coup, si A et B ne sont pas du tout orthogonales, alors il n'y a pas de solution. Parce que, comme je viens de dire, produit scalaire AB égale produit scalaire A avec égale produit scalaire BA égale produit scalaire A vectoriel UA, qui est le déterminant de A, UA, égal à 0 parce que le A se répète deux fois. Et donc, il n'y a pas de solution si les deux vecteurs, si B et A ne sont pas du tout orthogonales. Alors, dans le cas où ils sont orthogonales, donc on peut revenir sur la formule, sur cette formule, d'accord? Sur cette formule exactement. Alors, on prend V égale à B, d'accord? A égale à U, d'accord? A égale à U, et on cherche en fait, voilà, on cherche quoi? On cherche et W égale à A. Voilà, W égale à A, V égale à B et A égale à A égale à A. Donc on obtient en fait que B égale U qui est A vectoriel A B, d'accord? A vectoriel BA sur AA au carré. Sur AA, c'est AA au carré. Et l'autre, c'est 0 parce que, alors pourquoi choisir AB? Parce que AB égale à 0, du coup, c'est 0. Donc l'autre partie, c'est 0. Et donc, voilà. Bon. Donc c'est pour cela on prend BA sur la norme de A au carré. D'accord? BA sur la norme de A au carré, plus la droite vectorielle passant par U0. La droite affine, c'est la droite affine passant par ce point-là. D'accord? C'est l'ensemble des solutions. Alors, pour illustrer ceci dans une image, donc on prend A et B orthogonal à A. D'accord? Alors, A et B, il faut qu'elles soient orthogonaux. D'accord? Il faut chercher A vectoriel U égale à B. D'accord? Donc, nécessairement, le U, il faut qu'il soit orthogonal à B parce qu'il est orthogonal à vectoriel U. Donc, c'est ce qu'on vient de dire pour A. On peut le dire pour U. D'accord? Donc, le U, il faut qu'il soit orthogonal à B. D'accord? Il faut qu'elle soit orthogonale à B, donc il faut qu'elle soit ici, planaire, avec ça. Et il faut qu'elle soit orthogonale à A. D'accord? Il faut qu'elle soit orthogonale à B, il faut qu'elle soit orthogonale à A. Et donc le vecteur U0 est la seule solution qui soit orthogonale à A et orthogonale à B. Donc le U0 c'est ça, c'est vraiment ça. Hein. Alors A, B, alors ça c'est le vecteur qui est orthogonal à A et à B. D'accord? Et l'ensemble des droites, ça va être cette droite affine qui est parallèle à A et passant par I0. Elle est dirigée par A et passant par U0. D'accord? C'est U, c'est l'ensemble des U. D'accord? Donc c'est l'ensemble c'est une droite affine passant par U0 et dirigée par le vecteur A. Ok, maintenant je viens à la description
du groupe orthogonal en dimension 1 et 2. Alors, pour la dimension 1, c'est juste un tout petit mot. Alors, si la dimension est égale à 1, alors f est orthogonal, donc f est un endomorphisme orthogonal. Alors déjà, vous connaissez que les endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension A, c'est juste une multiplication par un scalaire, hein. F de x égale alpha x. Et donc, si f est une homothétie, donc si f est orthogonal, alors f est une homothétie par rapport à lambda. D'accord? C'est juste f de x égale lambda x. Et f conserve la norme, ça veut dire que la norme de lambda x égale la norme de x, et du coup la norme de 1 lambda, alors ceci quel que soit x dans E, et donc la norme de lambda égale à, module de lambda égale à 1. Puisque le module de lambda égale à 1, alors lambda égale à plus ou moins 1, et du coup f égale à plus ou moins l'identité. D'accord? Si c'est plus 1, c'est plus l'identité, si c'est moins 1, c'est moins l'identité. Et donc, on obtient que l'ensemble le groupe orthogonal, c'est juste plus ou moins l'identité. Alors, les rotations sont juste les positives, alors c'est l'identité. Et l'isométrie indirecte, c'est moins l'identité. C'est une réflexion. D'accord. Oui, c'est une multiplication par moins 1. Ok. Alors là, pour la dimension 2, par contre, c'est peut-être, c'est là où va apparaître l'appellation du mot du mot rotation. D'accord? C'est vraiment là où va apparaître le mot rotation. Alors en dimension 2, donc par la suite, E désignera toujours un espace de dimension 2, orienté, un espace euclidien de dimension 2. Et donc la matrice les matrices les matrices de rotation, d'accord, de taille 2, sont tous de la forme Rθ, c'est cos θ, sin θ, moins sin θ, avec θ en réel. D'accord? Alors, pourquoi on les appelle de rotation? Donc, si vous prenez, alors si vous rappelez la construction du nombre complexe, donc on a déjà dit que les nombres complexes, on peut les voir comme étant, alors pour voir un nombre complexe a plus ib, on peut le voir a, b, moins b. À la place de sinus θ, on met un b, à la place de cos θ, on met un a. Alors, pourquoi faire? Donc, on peut écrire ça comme étant A fois la matrice identité plus B fois la matrice qui est une réflexion ici à 0, 0, moins 1, 1, moins 1. Alors, ce 0, 0, 1, moins 1, il vérifie la propriété du G carré. Si vous appelez ça I, il vérifie la propriété de I carré égale à moins l'identité. L'identité, c'est 1. Et donc, c'est le nombre complexe. Et ceci aussi, c'est cos θ fois l'identité plus sin θ fois le vecteur I, qui est 0, 0 moins sinus θ moins qui est sinus θ fois le vecteur I. Et donc ça, on peut le voir comme étant exponentielle Iθ, et donc c'est la rotation de l'angle θ. Donc, alors, pour aussi cette description, pour aussi cette identification A, B, moins B, il conserve également le produit des nombres complexes. Ça veut dire que si vous faites A plus IB fois X plus Y, c'est la même chose que vous allez obtenir si vous faites la matrice relative A plus IB et la matrice relative de X plus Y lorsque vous faites le produit de ces matrices-là. Ok. Alors, la multiplication de Rθ', donc la rotation par rapport à θ et par rapport à θ', c'est Rθ plus θ', on a déjà vu ceci, je crois. L'inverse alors si vous faites tourner par θ, l'inverse, il faut tourner par moins θ. Et l'application qui va de R plus dans l'ensemble des rotations, qui à θ fait correspond la rotation d'angle θ, est un morphisme de groupe qui est surjective, évidemment. D'accord? Elle n'est pas du tout injective, alors le noyau c'est 2πz. D'accord? C'est 2πz. Alors si vous
vous divisez ici par 2πz, vous allez obtenir un endomorphisme qui est un morphisme qui est bijectif. Et donc, si vous divisez ici par 2πz, c'est juste l'intervalle 0, 0 de pi avec 0, 0 par exemple, fermé en 0 et ouvert en 2π. Voilà. Alors, pour ce faire, donc on prend A, une matrice qui est carré, d'accord? Alors A est une matrice orthogonale, directe, orthogonale, donc c'est une rotation, c'est seulement aussi A transposé de A égale à l'identité, et déterminant de A égale à 1. Donc A transposé de A égale à l'identité, c'est orthogonale, puis elle est directe, donc déterminant de A égale à 1 pour qu'elle soit une rotation. Alors on écrit qu'est-ce que c'est que A transposé de A fois transposé de A, on obtient les trois équations, A carré plus B carré égale à 1. Une autre équation, C carré plus D carré, ce sont les deux équations de la diagonale. Et on va obtenir une matrice qui est antisymétrique, donc dans les deux antidiagonales. Donc dans l'antidiagonale, on trouve AC plus CD. Donc ce sont les trois équations qui constituent le produit. Pour la quatrième équation, c'est juste le déterminant de A égale à 1. D'accord? Ça, c'est juste le AD moins BC. AD moins BC, c'est juste le déterminant de A. Et donc, voilà. Donc, d'après les deux premiers équations, donc vous voyez que si ici A carré plus B carré égale à 1, C carré plus D carré égale à 1, donc ce sont deux nombres qui sont inférieurs ou égales à 1, et du coup, on peut tirer qu'il existe un certain θ tel que A égale à cos θ et B égale sin θ. D'accord? Cos carré plus sin carré égale à 1. Donc c'est vraiment la résolution. Et pour celle-là, il y a un certain θ'. Donc cos θ' plus sin θ'. Donc carré carré égale à 1. Alors, pour la quatrième équation, pour celle-là, si on remplace A, B, C et D, alors on obtient cos θ sin θ' moins sin θ cos θ' égale à 1. Et ceci n'est autre en fait que sinus de θ moins θ' égale à 1. D'accord? On remplace de la troisième, dans celle-là, on obtient cos θ plus sin θ égale à 0. Ceci n'est autre que cos θ moins θ' égale à 0. Et du coup, on obtient sinus θ moins θ' égale à 0 et cos θ moins θ' égale à 0. Sin θ moins θ' égale à 1 et cos θ moins θ' égale à 0. La résolution, évidemment, c'est θ moins θ0 et égale à pi sur 2, θ0 et θ' égale à θ plus pi sur 2 modulo de pi. Et donc, si vous calculez, cos θ', c'est cos θ', θ' c'est θ plus pi sur 2, cosinus, avec bien sûr les formules, on obtient la formule de A. D'accord? A, c'est cos θ. Alors, D, pardon, c'est sinus θ'. D'accord? Sinus de θ plus pi sur 2, c'est cos θ. Puis B, c'est sinus θ. D'accord? C'est un sinus θ ou moins sinus θ. Puis ici, c'est moins sinus θ ou sinus θ. Bon, ils sont toutes les deux, donc c'est soit moins θ, soit θ. Alors, la troisième formule, bon, celle-là vient d'ici, c'est juste un calcul. Pour celle-là, il vient d'ici. Donc, R0, donc R0, c'est cos 0 égale à 1, sinus 0 égale à 0. Donc, c'est l'identité. La rotation par l'angle 0, c'est l'identité. Et du coup, Rθ plus θ moins θ, Rθ moins θ, c'est Rθ fois R moins θ égale l'identité. Et donc, l'inverse de Rθ, c'est R moins θ. Et pour ça, alors, il est clair que c'est un morphisme de groupe. Parce que déjà, phi de θ fois θ', c'est Rθ plus θ'. Pardon, phi de θ plus θ', ici plus, c'est Rθ plus θ'. Rθ plus θ', c'est Rθ. D'accord? Et ça, c'est phi de θ'. Et donc, c'est un morphisme de groupe. Il suffit juste de calculer son noyau. Alors, pour le noyau, c'est phi de θ égale à l'identité. Ceci implique que cos θ égale à 0 égale à 1. Et sin θ égale à 0, ça veut dire que θ est congrue à 0 modulo de pi. Et ceci veut dire que le noyau de phi égale à 2πz.
D'accord. Alors, les rotations vectorielles, maintenant pour E un espace vectoriel, alors si on prend orienté, bien sûr de dimension 2, si on prend U une rotation vectorielle, alors sa matrice relativement à une base orthonormale est de la façon et de la forme cos θ, sin θ, moins sin θ. Et donc ceci juste provient du théorème précédent. D'accord? Parce que d'une rotation, d'accord, est une matrice qui est orthogonale, directe, d'accord, de déterminant égal à 1. Et donc par la suite, on va noter U, R, indice θ. On va dire que U est la rotation d'angle R θ. Et d'angle θ. D'accord. Alors l'angle entre deux vecteurs. Alors, étant donné un espace euclidien orienté de dimension 2, U et V, deux vecteurs quelconques, alors on définit U, c'est la normalisée de U, V, c'est la normalisée de V, le grand V. Alors, il va exister une seule, alors si vous faites deux vecteurs, donc vous allez trouver une seule rotation R, d'accord, qui transforme V en U ou U en V, par exemple, je sais pas. C'est ce que vous voulez. Alors, l'angle θ, d'accord? L'angle de cette rotation-là, on va l'appeler. D'accord? Si θ est l'angle de la rotation, de la rotation, avec θ compris entre 0 et 2π, donc on va noter l'angle entre U et V, c'est θ. Donc si vous faites l'autre rotation, c'est VU. D'accord? C'est l'angle orienté des vecteurs U et V. D'accord? Et donc, voilà, c'est un angle qui est positif, ainsi de suite. Donc, on obtient également que le déterminant de U et V, c'est le produit des deux normes fois sinus θ, et le produit scalaire, c'est le produit des deux normes fois cos θ. Et c'est vraiment ce que vous connaissez en baccalauréat et avant, je crois. Donc, ce sont les formules ainsi connues pour la géométrie euclidienne. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, pour ce faire, on va appliquer le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour compléter les vecteurs U et le vecteur V en deux bases orthonormales. Donc, E, U, U' et V, et E', V, V', deux bases orthonormales directes du plan. D'accord? On va prendre A la matrice de passage entre les deux bases. Donc c'est une matrice qui est orthogonale parce qu'elle transforme deux bases, deux bases orthonormales directes, une base orthonormale directe sur une base orthonormale directe. Donc c'est une rotation. D'accord? Donc son déterminant égal à 1. Et donc A est une rotation, est une vraie rotation. Et du coup, si on considère phi l'application, l'endomorphisme, alors, pardon, ici pas U, c'est phi. D'accord? De matrice égale à A. D'accord? Alors, d'après la propriété précédente, donc des rotations, il va exister un angle θ. D'accord? Oui, pardon. Il existe une rotation du plan telle que, voilà, pardon. Alors, la matrice de phi égale à A, et donc d'après voilà, d'après ce qui précède, phi est une rotation parce que sa matrice est une rotation du plan et qui vérifie phi de U égale à V. D'accord? Donc, A c'est la matrice, voilà, A c'est la matrice qui transforme U en U'. Voilà, c'est juste la matrice qui transforme U en U'. Pardon, c'est pas la matrice de passage, c'est la matrice qui transforme U en U'. Ça veut dire l'image de U c'est V, l'image de U' c'est V'. D'accord, ça c'est pour l'unicité. C'est pour cela on a fait de U égale à V. Euh, pour l'unicité, donc on suppose qu'il y a deux rotations qui vérifient phi de U égale à V' de U, d'accord, égale à V, donc qui transforme le U en V, deux rotations.
Et donc, comme les rotations préservent le produit scalaire, alors phi de U', il est orthogonal par rapport, il est orthogonal à U, à phi de U, et phi' de U', il est orthogonal à phi' de U'. Elles sont toutes les deux directes, donc ils vont aller vers une direction, une même direction, et du coup, ils sont égales. D'accord? Donc, du coup, ils sont égales. Et donc, comme les endomorphismes fait prime, alors ici, fait prime, fait prime sont égaux sur les bases, sur les vecteurs d'une base, donc ils sont égaux partout. D'accord? Et donc, phi égale à phi prime. Enfin, donc, cette rotation phi, donc, il va exister en θ, dans 0, un unique θ, dans 0 de pi, d'accord, qui est l'angle. Donc, je rappelle, 0 de pi, c'est le quotient de R sur 2 pi z. D'accord? Donc, voilà, on prend θ un angle représentatif, d'accord, de ce quotient-là. θ un angle entre 0 et 2 pi, l'angle de la rotation phi. Alors, dans la base E, la première base, les coordonnées de U sont 1, 0, d'accord? Et les coordonnées de V sont les coordonnées de phi de U, là, parce que phi de U égale à V. Et donc, phi, c'est ça. Donc, la matrice de phi, c'est cos θ, sin θ, moins sin θ, fois la matrice de 1, 0, égale à cos θ, sin θ. Et du coup, ce sont les vecteurs. Alors, cos θ, sin θ sont les coordonnées du vecteur V. Et donc, déterminant de UV n'est autre en fait que déterminant de... Alors, ici, on utilise juste les expressions. Alors, je rappelle. Alors, petit u, grand U, c'est petit u fois la norme. Grand V, c'est petit v fois la norme. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on fait sortir la norme et la norme. Donc, ce sont des scalaires. D'accord? Donc, par multilinéarité. Et le déterminant de UV, donc U1, 0, d'accord? Fois cos θ sin θ. D'accord? Donc, U, c'est 1, 0. V, c'est cos θ sin θ. Donc, c'est une matrice triangulaire supérieure, c'est sinus θ. Et pour le produit scalaire, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose, le même argument. Voilà. Alors, comme une remarque ou comme un petit exercice, je vous invite à reprendre cette démonstration, cette construction-là pour exhiber l'angle ou pour trouver l'angle entre les deux vecteurs, par exemple U qui a 1, 1, V qui a 0, 1, pour trouver l'angle entre les deux. Ok, donc c'est tout ce qui concerne la description des rotations. Alors pour les isométries indirectes, alors considérons la matrice P qui a 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1 dans la diagonale. Donc c'est une matrice c'est une réflexion, déjà, d'accord? C'est une réflexion et du coup c'est une isométrie indirecte, déterminant égal à moins 1. Alors l'application qui a A, une rotation, fait correspond à fois P, réalise une bijection entre l'ensemble, entre les rotations et les isométries indirectes, entre les isométries directes et les isométries indirectes. Et du coup, l'ensemble des isométries indirectes seront de la forme, donc ce sont les matrices de la forme cos θ moins cos θ, sin θ, sin θ. D'accord? Donc le moins qui était sur l'antidiagonale deviendrait dans la diagonale. D'accord. Bon, la preuve, c'est une simple, très simple preuve. Delta de A égale à delta de B. AP égale à BP. P est inversible, donc A égale à B. Puis, si vous prenez B, une matrice ici, dans O de moins, une isométrie indirecte, donc vous faites P-1 fois B, tout simplement. Donc P, c'est une rotation, c'est une isométrie indirecte. P-1 l'est également, B l'est également. Le produit, comme on a déjà dit dans la dernière séance, dans la dernière vidéo, c'est une rotation et du coup, c'est le A qu'on cherche et on obtient ça. Ça, c'est juste la translation par P.
D'accord, comme dans les groupes. Ok. Alors, maintenant, les isométries indirectes et réflexion. D'accord. Alors, la relation entre les isométries indirectes et les réflexions. Alors, une isométrie indirecte, donc les isométries indirectes sont E2-. E2-, donc sont les isométries indirectes d'un espace euclidien orienté de dimension 2, alors de dimension 2, est une symétrie orthogonale par rapport à une droite. D'accord? Par rapport à une droite, donc c'est une réflexion, parce qu'une droite ici est un hyperplan. D'accord? Et donc c'est vraiment une réflexion. D'accord? Alors pour ce faire, donc on va prendre la matrice indirecte d'une isométrie indirecte. Donc ça va être comme ça, comme on vient de dire par le théorème précédent. Cos θ moins cos θ sin θ sin θ. Et donc si vous calculez A carré, vous allez trouver A. D'accord? Et donc c'est une isométrie, c'est une symétrie. D'accord déjà? Et donc, c'est une symétrie par rapport à quart de U moins l'identité, parallèlement à l'image de U moins plus l'identité, parce que voilà, c'est S carré égale à S. Et alors, il faut déterminer le quart. Alors, ici, l'identité, pardon, ici, identité, d'accord? Cos, sin. Alors, ici, identité par A carré égale l'identité. Et donc, ici, vous allez trouver, alors ici, il faut déterminer quel de U moins l'identité et l'image de U plus l'identité. D'accord? Alors, pour ce faire, U étant une matrice, un vecteur dans le noyau, donc, juste on multiplie ça, donc, on obtient, c'est cos alpha moins 1 x fois sinus alpha moins a, sinus alpha y égale à 0, et l'autre, c'est l'autre équation. Donc, alors ceci impliquera ou équivalent à dire que sinus alpha sur 2 fois 7, donc c'est un système à résoudre, c'est juste un système à résoudre. On obtient finalement cette équation, c'est l'équation d'une droite. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut ici, voilà, alors on ne peut pas avoir cos alpha sur 2, sinus alpha sur 2 égale à 0 simultanément. Et du coup, c'est l'équation d'une droite, d'accord? D'équation polaire alpha sur 2. Donc l'angle de la droite, c'est alpha sur 2. De la même façon, on peut déterminer l'image, c'est la droite d'équation sinus alpha sur 2x plus cosinus alpha sur 2y. Et donc, c'est une réflexion, comme on vient de dire, parce que une droite est un hyperplan dans l'espace de dimension 2. Alors, le dernier théorème, ou l'avant-dernier, c'est la décomposition des rotations. Donc, étant donné un espace euclidien de dimension 2, toute rotation s'écrit comme composée de deux réflexions. D'accord? Si vous avez une rotation, alors on peut l'écrire comme composée de deux réflexions et réciproquement, le produit de deux réflexions est une rotation. D'accord? Alors pour ce faire, ceci est simple. Si R est une rotation, alors on prend S n'importe quelle réflexion, on prend T, c'est S-1 en T. Ceci est un endomorphisme, c'est une isométrie. Déterminant de cette isométrie, c'est déterminant de S fois déterminant de R, ou déterminant de S-1. C'est moins 1, c'est une isométrie. Celle-là, c'est une isométrie indirecte. D'accord? Et S fois ça, c'est R. D'accord? S fois T, c'est R. S fois S-1 fois R, c'est exactement R. Et donc, c'est la composée. R, c'est la composée de deux réflexions. L'une, c'est S et l'autre, c'est T. Deux réflexions quelconques. L'autre, en fait, la réciproque, on l'a déjà dit, on a déjà parlé, on en a déjà parlé la dernière fois. Donc, si vous avez SCT deux isométries, alors S rond T, c'est une isométrie. Si les deux sont indirects, donc le déterminant du produit de ST, c'est le déterminant de S fois le déterminant de T. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Et donc, c'est une isométrie qui est directe et du coup, c'est une rotation. D'accord? Alors, la dernière remarque, c'est les réflexions engendrent le groupe orthogonal le groupe orthogonal de taille 2. D'accord? Bon, c'est ce qu'on vient de dire. Hein? C'est ce qu'on vient de dire. Alors, dans le groupe orthogonal, il n'y a que les réflexions et il y a il y a les isométries directes et les isométries indirectes. Pour les isométries directes,
Les isométries sont les rotations, donc il s'écrit comme composé de deux réflexions. Et pour les isométries indirectes, ce sont des réflexions. Et du coup, ce sont les réflexions engendrent le groupe orthogonal. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Donc, pour la prochaine vidéo, on va essayer de voir la description du groupe orthogonal pour un espace de dimension 3. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.